واستداد سولينا الزلوان الصوفي سونس الفحطه مقالة من العيد ونيت مديت بوساي تازل تصور دو سناكيني غافينيك شدن غاف صادوف غاف ليزودور كاربو دي ثمورت الجزائر غاف لو غاز دو شيست خاصو لما الكونسي دي مينيست وينتيك زمان ديال الراي غاف صادوف كي مازال انا تيك وزاره ماذاك لا ادي عدين لي ديبيتي وكنا سقال شنو غادي يروح صدور دونونس ذا شو كان وكنا نفهم كرا التمثال الملل كذ حسين مالتين ديون قال مضبرن خدمن السوناطراي كذ نتاي وكنا تقصير سيما دي سلام مستوى تسمي هذاك حسين مالتي ديون ديوران دي انا تيك يونوذ ليس وزاليس والميكس ما l'histoire secrète du pétrole algérien. Monsieur Hussein Malti, bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. استقسينا امزور مس مالتين هاث نزاد كني تزل تصول غفو صادوفا في ليزودور كاربس تما ديك ديالو مسنا وذا مقران ذيك حل شي ما الزمر ضغط مسلا يضا هاث استلقاي غفو صادوفا. Oui, effectivement, le ministre de l'énergie, Youssouf Yousfi, a fait une déclaration récemment dans laquelle il a parlé de cette nouvelle loi sur les hydrocarbures qui vient d'être approuvée en Conseil des ministres. Il faut dire que ça fait maintenant 2 ans, depuis qu'il a été nommé ministre, il ne parle que de cette loi, mais on ne l'avait pas vu sortir. Et jusqu'à présent, ce que l'on en sait, c'est ce qu'il a déclaré lui. On n'a pas vu le texte de la loi elle-même. Donc en parler, c'est certainement un peu c'est difficile, mais néanmoins, ce que j'ai retenu personnellement de sa déclaration, il a parlé de 3 points essentiellement. D'abord, des généralités sur cette nouvelle loi. Ensuite, il a parlé des questions de taxation et de politique fiscale. Et ensuite, il a parlé du développement de l'industrie pétrolière d'une manière générale. Alors, en ce qui concerne les généralités, bon, il y a 2 choses qu'il a dites qui me font peur, je dirais, à la limite, puisqu'il a dit que la nouvelle loi sur les hydrocarbures, à travers cette loi, ils veulent établir une politique de rentrée fiscale qui correspondrait aux besoins de financement de l'économie nationale d'une manière générale. Or, aujourd'hui, l'Algérie a un excédent financier de l'ordre de 190 milliards de dollars qui sont placés en bons du Trésor américain et qui sont inutilisés. Alors, continuer à produire uniquement pour stocker cet argent en bons du Trésor américain, je ne vois pas l'utilité. Donc, c'est pour ça que je dis, ça me fait peur. La seconde chose qu'il a dite, c'est que il se peut que dorénavant, que l'Algérie demande aux compagnies pétrolières de payer leurs redevances, donc une partie de l'impôt, en nature. Ce qui voudrait dire que l'Algérie aurait des besoins en pétrole. Et c'est ça qui fait peur, ça qui voudrait dire que il y a quelque chose qui se passe, donc on nous cache quelque chose. Si on a des besoins, ça pourrait même être grave pour l'Algérie. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'entrée en matière, enfin des généralités. Ensuite, en ce qui concerne la politique fiscale, il a parlé de 2 choses. Il a parlé de ce que l'on appelle la taxe sur les revenus pétroliers. C'est un peu l'équivalent, c'est pas l'équivalent, c'est l'impôt sur les bénéfices, hein, d'une manière plus ordinaire, mettons. Et il dit que cette taxation sur les revenus pétroliers dépendrait du chiffre d'affaires, ou plutôt du taux de rentabilité annoncé par la compagnie, et dépendrait également de la zone dans laquelle elle interviendrait. Et troisièmement, que cette taxe n'est valable que pour les nouveaux arrivants. Ce qui voudrait dire que tous ceux qui sont là, c'est-à-dire ceux qui gagnent de l'argent et sur lesquels on pourrait fonctionner éventuellement, ceux-là ne sont pas concernés. Alors les nouveaux arrivants, eux, doivent se lancer dans l'exploration. La production, c'est seulement dans quelques années, et c'est seulement éventuellement ce jour-là que l'État pourra percevoir des impôts. De plus, à partir du moment où c'est une taxe qui dépend du taux de rentabilité de la société, qui décide de ce taux de rentabilité? Ce n'est pas l'État, c'est la compagnie elle-même qui investit, qui a des dépenses d'exploitation, etc., et qui réalise des bénéfices. Donc c'est elle qui déclare son bénéfice. Alors, ce qui voudrait dire que l'on se soumet à la bonne volonté de la compagnie, soit qu'on accepte le taux de rentabilité qu'elle annonce, ou alors on le négocie. Dans les 2 cas de figure, c'est-à-dire que le partenaire étranger, enfin la compagnie pétrolière, décide d'une certaine manière de l'impôt qu'elle va payer, ce qui est quelque chose d'absolument inédit. On n'a jamais vu ça. Un impôt, il y a une loi
quel que soit le pays, dans tous les pays du monde, vous avez une loi, que ce soit un impôt sur le bénéfice ou des impôts personnels ou je ne sais trop quoi, et vous payez en fonction de cette loi. La deuxième taxe dont il a parlé, c'est celle sur les super profits, ce que l'on a appelé la taxe sur le profit exceptionnel. Et là aussi, il dit qu'elle va varier entre 30 et 80% et qu'elle dépendra également du taux de rentabilité annoncé par la société. Et il dit qu'elle ne concerne que les sociétés qui ont des contrats établis dans le cadre de la loi de 1986. Or, les sociétés qui ont des contrats dans le cadre de cette loi, ce sont toutes des contrats qui sont dans le cadre de ce que l'on appelle le partage de production. Dans le partage de production, la société a un taux de rentabilité qui est fixé à l'avance et qu'elle négocie au moment de la passation du contrat. Elle dit, moi, je veux avoir tant % de bénéfices. Bon, on négocie avec elle, on va lui proposer moins, plus, j'en sais rien. Et finalement, on aboutit à un taux et ce taux est fixé pour toute la période où la société est là. Donc, il n'y a plus rien à négocier. Alors, comment va-t-il fixer des paliers? Je ne sais pas. J'aimerais bien qu'on nous le dise. Vous pensez que c'est, sur le plan technique déjà, c'est une démarche qui est incohérente? Non, pas incohérente, mais c'est une démarche qui nous met à négocier avec le partenaire. Vous négociez le taux qu'il aura à payer d'impôt, vous négociez avec le partenaire. Ça, ce n'est pas normal. نموق ذاكرين هاث السويين لي زوبجيكتيف ذا سوسع هاث سي ديتوند لا بروسبكسيون بيتروليير aux zones délaissées pour le moment. Effectivement, c'est ce qu'a déclaré également le ministre. Il a dit que l'un des objectifs serait de faire en sorte que l'exploration soit relancée dans 3 secteurs bien déterminés. Le sud-ouest, la région de Béchar et au sud, enfin tout ce qu'on appelle l'herbe occidentale, le nord du pays et l'offshore. Bon, ça c'est une rengaine que l'on entend déjà depuis 30-40 ans. Ce sont des zones dans lesquelles il faut aller chercher du pétrole. Alors j'aimerais bien qu'ils nous disent quelle est la solution qu'il a trouvée. Jusqu'à présent, on ne l'a pas encore trouvée. Des exonérations fiscales, elles ont été faites par tous les régimes, de tout temps. On a favorisé l'exonération fiscale pour développer dans ces régions-là, et néanmoins ça n'a pas marché. Alors, est-ce qu'il a une autre solution magique qui permettrait d'attirer les compagnies? J'aimerais bien la connaître. أصادف نغزالين زيكنين قال هاث تصوي إكس سلامة دوك صادف النير يوكنا دي سنرنين هاث لو تو دو رونوفالمون دو ريزيرف أكيد نتيك أذوين لا تكنولوجي على السافوار فير يوكنين هاث دي لين أسق السواطة سوق حريشة كينيا على حسابيك ذا شو أمكن تسواليض كيل سون لو كاباسيتي بروبر en état actuel de Sonatrach? Au contraire, je pense que la Sonatrach aurait pu devenir probablement aurait pu faire partie vraiment des majors du monde pétrolier. Or, aujourd'hui, bon, elle est 12e compagnie au monde, je n'en sais rien, elle n'est que par le chiffre d'affaires réalisé par la compagnie, et ce chiffre d'affaires est réalisé au moins pour 50% par les compagnies étrangères, par le partenaire qui est associé là-dedans. Et puis, bien au contraire, on constate qu'il y a une telle déperdition d'énergie au sein de la Sonatrach. Yousfi lui-même a déclaré il n'y a pas longtemps qu'on n'avait pas de foreur, alors qu'on a un institut algérien de pétrole qui a été créé il y a maintenant près de 50 ans, qui n'a produit que des ingénieurs et des techniciens forage qui travaillent un peu partout, en Afrique, dans le Golfe, et on n'en a pas en Algérie. Ils travaillent dans les compagnies de forage étrangères en Algérie. Et puis surtout, il dit dans le domaine de l'offshore, on n'a personne. Et on n'a personne alors que Cheikh Khalil, l'ancien ministre, avait associé la compagnie norvégienne Statoil à l'IAP, l'Institut algérien du pétrole, qu'il a voulu transformer en entreprise. C'est-à-dire que les études soient payantes, un peu comme les universités américaines, et il prend pour partenaire la plus grande société spécialiste de l'offshore du monde, la compagnie Statoil, les Norvégiens. Or, avec un tel partenaire, on ne sort pas d'ingénieurs ou de techniciens forage en offshore. Pourquoi? C'est-à-dire que, je m'excuse du terme, mais on s'en fiche complètement. On a abandonné cet outil également entre les mains de Statoil qui a fait ce qu'elle a voulu. Et Yousfi a déclaré que dans le domaine de l'engineering, on n'avait pas de spécialistes de l'engineering.
on nous a ressassé pendant des années que BRC était une grande compagnie d'ingénierie, etc. Et effectivement, sur le plan théorique, on était associé à la plus grande compagnie d'ingénierie au monde, qui dépendait donc de Halliburton. Et pendant tout ce temps-là, on n'a pas réussi à former des ingénieurs ou des spécialistes de l'ingénierie. Ça confirme ce que l'on a toujours dit, que ce n'était qu'un apporteur d'affaires pour la Sonatrach, lui donner des contrats à réaliser et BRC les transférer à la société mère, Halliburton, qui a, à travers Brown & Root, donc sa filiale ingénierie, faisait le boulot et surfacturait des sommes énormes aux Algériens. Et derrière la Sonatrach, ensuite, il y a eu le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, enfin toute une série d'organismes qui ont travaillé avec BRC. Alors, pendant tout ce temps-là, pendant 14 ans, on n'a pas sorti des spécialistes de l'ingénierie. وقبل صادو فاكين لان تتصل تمليليين بعدا غا في الغاز نون كونفونسيونيل غا لو غاز دو شيست بعدا تمليلي ديال لاندي وهران على حساب ثمورتنا الجزائر تسين راي روحن يوكن تستخدم لو غاز دو شيست. D'abord sur le potentiel, j'aimerais bien savoir sur la base de quoi. Ils ont décidé que l'Algérie avait un gros potentiel. Ça reste à confirmer et pour le confirmer, ce sont des études qui portent sur de longues années, différents types d'études, et puis d'autant plus que la superficie dont on parle, 180 000 km², hein, c'est le quart de la superficie de la France, hein, qu'il faudrait explorer pour pouvoir décider que, bon, à supposer que ce soit vrai, que l'on ait de grosses quantités de gaz de schiste. Je pense que l'on a de grosses quantités. Maintenant, le chiffre exact, je suis incapable de on a des potentialités. Maintenant, pourquoi développer le gaz de schiste alors que nous avons le gaz naturel, que nous avons plus de 50 ans, 60 ans d'expérience derrière nous, que nous sommes probablement l'Algérie et le pays qui maîtrise le mieux la technique de la gazière, d'une part, et puis d'autre part, surtout exploiter les gaz de schiste. Nous n'avons pas la technique, nous n'avons pas les moyens financiers pour le faire, c'est dangereux, il y a de la pollution, etc. Et puis, pourquoi se lancer quand on a autre chose? Je ne comprends pas. Moi, personnellement, je suis contre un développement des gaz de schiste, en tout cas dans l'immédiat. On n'en a pas besoin et je ne vois pas pourquoi. Je pense que l'on essaie plutôt, c'est l'étranger qui veut nous pousser vers cela, veulent nous pousser vers l'industrie des gaz de schiste parce que nous ne maîtrisons pas la technique et ça veut dire que l'on fera appel encore une fois à eux pour venir exploiter ces gaz de schiste. Que l'on essaie d'apprendre, je veux bien, que l'on fore un certain nombre de forages dans les zones où il y aurait du gaz de schiste pour apprendre, pour maîtriser la technique, mais c'est tout. Hein. Le directeur général de BP Algérie avait déclaré il y a quelque temps, il y a un an ou deux, ça a été publié dans Wikileaks, que le BP était prêt à intervenir et BP a effectivement une grande compétence, ils ont des capacités dans ce domaine. Alors je me demande si tout ça, ça ne rentre pas dans ce cadre-là. Voilà, on va vous mettre BP entre les mains ou Texaco ou j'en sais rien, une compagnie qui va venir faire le boulot, quoi. مع المقل في مورا تمورث الامريكان تينيك خص خدمنا طاس لو غاز دو شيست على حسابي كان شتاكيني ذايني راه يضرن لو مارشي الجيريان ماذا قال تمورثنا الجزائر سيناريو بظن سيناريو قارفين وكان تستخدم شتاكي. Personnellement, je ne vois pas de danger dans l'immédiat. Pour le moment, les Américains ne sont pas encore exportateurs. Bon, il y a bien sûr le marché européen pour ce qui est des États-Unis, mais aussi l'Asie. Il ne faut pas oublier qu'il y a le Japon qui peut être gros consommateur, et toute l'Asie du Sud-Est et la Chine elle-même qui peut donner. Donc, je n'ai pas dit que c'est sur le marché européen qu'il voudrait que les Américains chercheraient à s'installer le jour où ils deviendraient éventuellement exportateurs. Le danger pour l'Algérie en ce qui concerne le marché européen, je le vois venir plutôt des concurrents. Les concurrents, il y en a deux, il y a les Russes et il y a le Qatar aujourd'hui. Alors les Russes, je pense que l'on peut se mettre d'accord plus ou moins avec eux et avoir une politique plus ou moins commune, mais par contre avec le Qatar, je pense que le Qatar sera un grand concurrent de l'Algérie et que le Qatar fera tout, même pour inonder le marché européen, quitte et chercheront même à éliminer les Algériens éventuellement du marché européen. Je vois le danger plutôt là. Mais quelles conséquences sur la politique énergétique algérienne?
en dehors du pétrole et du gaz que l'on doit continuer d'exploiter en tout état de cause, bon, même le gaz de schiste, bon, son tour viendra peut-être un jour, mais c'est pas immédiat, c'est quelques dizaines d'années, à mon avis, en tout cas en ce qui concerne l'Algérie. Mais par contre, il y a une énergie dont nous disposons 365 jours par an, qui est inexploitée, c'est l'énergie solaire. Nous avons un territoire qui fait 2,5 millions de kilomètres carrés, dont au moins les 4/5 sont inondés de soleil toute l'année. Même au nord, il y a quand même du soleil pendant la moitié de l'année. Je ne vois pas pourquoi on n'exploite pas l'énergie solaire alors qu'on dispose d'un potentiel énorme dans ce domaine. Je pense que plutôt que d'aller investir aujourd'hui dans le gaz de schiste, on ferait mieux d'investir dans des panneaux solaires, des choses comme ça au Sahara. Cette option aussi exige des connaissances et des moyens financiers. Les connaissances, c'est pas quelque chose, c'est pas une technique impossible à dominer. Des panneaux solaires, on peut en acheter. Et fabriquer des panneaux solaires, c'est pas quelque chose d'impossible. On peut fabriquer les produits. Maintenant, l'argent, bien sûr, il faut investir, ça c'est clair. Cet argent que l'on a, ces 190 milliards de dollars dont on dispose et que l'on n'investit pas, on pourrait bien en investir quelques-uns, 2 ou 3 milliards ou je ne sais trop quoi dans ce domaine. Et ce que l'on fait pour les gaz de schiste, on pourrait le faire pour les panneaux solaires. Enfin, j'en sais rien, ça c'est une question de stratégie à établir. يتزاد هو في المانيا les Allemands qui veulent exploiter un investissement dans le solaire en Algérie. C'est pareil, c'est comme pour la loi sur les hydrocarbures. On en parle, mais on ne voit rien venir. On parle effectivement de Desertec, cette entreprise allemande spécialisée plus ou moins. Alors je ne sais pas où en sont les négociations. Est-ce qu'ils négocient avec eux? Et si oui, pourquoi ça ne débouche pas sur quelque chose? Pourquoi il n'y a pas, ne serait-ce qu'un projet pilote lancé déjà avec la société? C'est pas quelque chose d'énorme. C'est une négociation très ordinaire que l'on peut mener. Ça ne doit pas prendre des années. على حسابك الشغل ثمور في الجزائر مازال ساعه الفغي يمكن تستخدم l'investissement dans le domaine de l'énergie solaire. Pourquoi on n'investit pas? Peut-être parce que ça ne rapporte pas immédiatement aux gens du pouvoir. Peut-être il y a ça aussi. Hein, l'industrie pétrolière et gazière, les gens du pouvoir se sont enrichis à partir de cela. Peut-être qu'ils ne connaissent pas encore ce domaine-là. Peut-être c'est pour ça. Enfin, j'en sais rien, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Moi-même, je ne comprends pas pourquoi on ne développe pas cette industrie. يوصل لاريشاس غير ساعة مورثنا الجزائر ذاك الولاد الصحراء زمان ما مشيت ولا. Il n'y a qu'à voir l'exemple de Kadhafi, ce qu'il a fait en Libye. Hein. Ça aussi, je ne comprends pas pourquoi on n'exploite pas cette eau. Alors, on veut la garder pour je ne sais trop quoi, pour quel besoin futur, je ne sais pas. Mais là aussi, j'ai été personnellement responsable de compagnies pétrolières en Algérie et j'ai vu sur leur base au Sahara, sur des petites superficies, c'est des fruits et des légumes merveilleux qui sont produits à partir du soleil qu'il y a là-bas et de cette eau-là que l'on alors, ce qui se fait à l'échelle, je dirais, artisanale au niveau, pourquoi on ne le fait pas à grande échelle, je ne comprends pas. Pourquoi on n'exploite pas cette eau? Pourquoi on s'est lancé dans le dessalement d'eau de mer? C'est bien, mais le dessalement d'eau de mer n'arrive pas à couvrir toutes les zones. Il y a des zones sur les hauts plateaux où il n'y a pas d'eau et pour lesquelles on pourrait alimenter en eau depuis le Sahara. Il suffit de forer et de poser des oléoducs, enfin des canalisations de transport d'eau. Comment qualifiez-vous justement cette richesse? Les gaz de schiste, je l'ai dit, c'est une des raisons pour lesquelles je suis, en tout cas personnellement et pour l'immédiat, contre l'exploitation des gaz de schiste parce qu'il y a le risque de pollution. Normalement, avec l'évolution de la technique, on devrait trouver des moyens de plus en plus sophistiqués pour éviter cette pollution, mais dans l'immédiat, il y a pollution. Et la preuve, c'est que ici en France, on est contre l'exploitation des gaz de schiste, et Dieu sait si la France a besoin de gaz.
et ils ne veulent pas exploiter les gaz qui se trouvent sur le territoire français, dans le sous-sol ici en France, parce qu'on craint entre autres cela. Et moi je pense que dans l'immédiat, c'est à éviter. Maintenant, dans le futur, ça viendra certainement, mais... اما كني نتوالي لي كادر وذي وخرا ديال لا ديسيزيون على تسواق من ذم كيتولى شي ستموليني كثر تسالتي تاعي. Je dis encore une fois, le secteur pétrolier, c'est la vache à lait. Hein, ce sont des milliards de dollars qui sont produits par ce secteur pétrolier. Et cette manne pétrolière est exploitée à fond par tous les régimes qui sont succédés en Algérie. Et le régime actuel, peut-être beaucoup plus encore que tous ceux qui étaient au pouvoir par le passé. Et donc, pour pouvoir exploiter cela, il faut que l'information reste dans un cercle restreint. Et aujourd'hui, l'information, en ce qui concerne le secteur pétrolier, est limitée à quelques personnes. Hein. Le président de la République, le patron des services secrets, le ministre de l'énergie et le patron de la Sonatrach, qui sont plus ou moins au courant de ce qui se passe dans le secteur pétrolier. Tous les autres, y compris les ministres, les responsables divers, n'ont aucun accès. Le ministre des Finances ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de la Sonatrach. La Sonatrach lui ramène de l'argent et sans lui donner d'explication d'où ça vient. Donc pour pouvoir contrôler, dominer, il faut que l'information soit maintenue. On a créé dans le passé, à 2 reprises, on a créé ce qu'on a appelé le comité supérieur de l'énergie, qui devait être présidé par le président de la République, dans lequel un certain nombre de ministères étaient représentés, qui était censé établir la politique énergétique du pays. Ce comité ne s'est jamais réuni, il n'y a jamais eu de décision prise. Les décisions sont prises par ces quelques personnes et c'est tout. Alors les grosses décisions politiques sont prises bien entendu par le président de la République et le patron des services secrets. Les décisions plus courantes, c'est le ministre, et les décisions purement techniques, on va forer à tel endroit plutôt qu'à tel autre, ça c'est le PDG de la Sonatrach qui prend ces décisions-là. Donc voilà. مس مالتي ثلمي تنقرن تمد رضا في استقسينا وزاتن والتا كرا غوريك كيفاش شبرا دينا تنغوري. Le mot de conclusion, j'ai écrit tout un livre là-dessus, appelé l'histoire secrète du pétrole algérien, et par lequel j'ai démontré, si l'on veut, que le pétrole n'a pas été une source de bonheur pour le peuple algérien. Et ce que je souhaite, moi, personnellement, pour l'Algérie aujourd'hui, c'est vivement l'après-pétrole. Qu'il n'y ait plus de pétrole en Algérie. Ce jour-là, l'Algérie sera obligée de se mettre au travail et de s'appuyer sur d'autres ressources que le pétrole. Parce que sinon, tant qu'il y a cette manne pétrolière, on ne fait rien pour le développement de l'Algérie. Voilà, donc... Malheureusement, cet après-pétrole, on en parle ça, là aussi depuis des années, mais est-ce qu'il y a eu un effort quelconque? Est-ce qu'il y a eu une stratégie qui a été établie? Non, il n'y en a pas. Alors qu'il faut préparer justement ça, parce que là, c'est la catastrophe finale, hein, le jour où il n'y aura plus de pétrole. تلميذ ثم قران تيماس حسين مالتي تسمي كذا كديوني مدبرن نزيك السونا تراك ديالنا في استقسيلنا تلميذ ثم قران تيكون تيلا كل ودي الدنيا دنا سلام هذاك الله دي فساس الفلاوه سلام هذاك الله تصفيدي دي ثيري ديالها ماس حسين مالتي اكان ذوال استلقاي غف مسات كيزاب لي كريز طاس فلاس ولا فينيك شدن غف صدو فكيون ديزودور كاربور بعدا في لو غاز دو شيست جاكو ديال هنا الخير ارتيكل